Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous. Bonjour Jérôme et Nathalie, et merci d'être avec nous ce matin. Donc, le sujet de ce web séminaire, c'est 365 jours en association. Donc, le contexte actuel de la loi NOTRe, des regroupements, etc., fait qu'il y a pas mal de mouvements dans l'organisation du tourisme local, beaucoup d'offices qui changent de statut, beaucoup de directions qui changent. Et donc, on a voulu, au mois de mars, faire une série de 3 web séminaires sur le thème de 365 jours en office de tourisme, selon différents statuts. On avait l'EPIC la semaine dernière, aujourd'hui c'est la semaine prochaine on sera sur les spas. Et donc l'idée c'est de revenir vraiment sur l'aspect gestionnaire de la structure et puis de voir en quoi les projets sont spécifiques. C'est ça. En fonction du statut. Donc on déroulera tout ça avec Jérôme Candran, donc, qui est directeur de l'office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Étienne de Valderie. Merci de m'accueillir. Dans le Pays Basque, donc qui présentera sa structure juste après. Et puis Nathalie Barouillet, qui nous vient du Gers, donc extérieur à la Nouvelle-Aquitaine. Ça fait un petit peu de 109 dans les web séminaires. Et donc, il nous présentera sa structure juste après. Au niveau du contexte sur les statuts juridiques, justement, on avait en Nouvelle-Aquitaine, on était à peu près à 60% d'associations l'année dernière, et 18% d'EPIC et 18% de régie à peu près. Là, en 2017, on est passé de 180 offices à peu près à 160, et on est déjà sur un ratio qui est plutôt de 50% d'assaut, 25 d'EPIC et une vingtaine en régie. Donc ça fait que le ratio entre gestion déléguée et puis gestion intégrée, il passe de 60-40 à plutôt tendre vers un 50-50. Donc les associations qui perdent de la place dans les statuts d'office de tourisme. Donc aujourd'hui, on va revenir sur différents aspects de ces associations. Donc c'est un web séminaire qui durera 1 heure, qui est enregistré et qui sera visionnable ensuite en ligne sur le site de la MONA avec la présentation. Donc vous aurez toutes les ressources accessibles d'ici la fin de ce mois. Donc vous pouvez poser vos questions auxquelles on essaiera de répondre au fur et à mesure. Il y a le petit module de conversation en bas à droite. Voilà, pour les questions logistiques. Donc on va démarrer avec Jérôme et Nathalie. Allez, vas-y Nathalie, commence, démarre. C'est une petite partie interview. Non, j'allais te dire Occitanie, vas-y, je te laisse démarrer. Donc, cet office de tourisme Bastide-et-Vallons du Gers, il a pour intérêt particulier que je dirige d'être surtout l'office du tourisme du grand site de Marciac, donc grand site, ex-grand site de Midi-Pyrénées et je l'espère futur grand site d'Occitanie. Donc c'est le festival Jazz in Marciac, bien sûr, qui a entraîné le territoire dans le développement touristique et c'est bien entendu les flux liés à l'image de la destination par le festival qui génère un office de tourisme de la dimension du nôtre dans ce sud-ouest du département du Gers. Donc il y a 3 hôtels de grands sites dans le département, il y a Auch, Condom, donc et nous.
on a la particularité d'être un office de tourisme relativement important pour le département, sur une communauté de communes assez réduite, donc 30 petites communes pour un total de 7000 habitants. Donc on est sur un territoire fiscal assez congru et qui nous amène effectivement à déployer des fonctionnements qu'on verra plus tard pour pouvoir effectivement amener notre office de tourisme en catégorie 1, à gérer plusieurs points d'accueil et à gérer, donc vous aviez relevé 68 000 visiteurs, on était en 80 000 là, en 2016. Voilà, donc on est sur un fonctionnement relativement important, sur une destination qui est plutôt culturelle, mais sur un territoire fiscal assez petit, qui nous oblige à déployer des modes de fonctionnement particuliers. Voilà mon office de tourisme, j'ai 6 collègues, nous sommes 6 collègues à travailler sur cette structure, et puis 24 administrateurs, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, Marciac c'est 1300 habitants, donc, et le festival Jazz in Marciac c'est 250 000 visiteurs, avec aujourd'hui une salle de spectacle de 500 places qui déploie une programmation à l'année et qui fait que tous les week-ends il y a un rendez-vous culturel sur le territoire, donc un spectacle, des résidences d'artistes, un travail énorme qui est fait à l'attention du jeune public, ce qui nous permet d'être aussi présents sur la thématique famille. Mais en gros voilà le portrait de la destination Marciac et de l'office de tourisme sur ce territoire. Alors, je suis Jérôme Cameron, donc récemment arrivé au Pays Basque, moins de 2 ans, puisqu'avant j'étais dans le Gers, voisin de Nathalie. Donc pour présenter rapidement la destination, donc c'est 29 communes autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, toute petite commune, hein, comme Marciac, 1400 habitants à l'année, quoi. Plus beau village de France depuis cette année. On a 5 communes touristiques sur le territoire. Petite fiscalité également, puisqu'on a que 12 000 habitants sur la zone. On est classé en catégorie 2, on est tourisme handicap pour les 4 handicaps, et on a 2 points d'accueil. Un qui fait 136 000 visiteurs par an, Saint-Jean-Pied-de-Port, et le second, voilà, quelques dizaines de milliers, donc à Saint-Étienne de Baïgorry. Donc pour présenter rapidement le territoire, hein, comme Nathalie l'a fait, souvent nous on nous assimile à une destination jacquard, donc on est vraiment une destination jacquard, mais par rapport à nos statistiques, ça représente que 5% de notre fréquentation. Voilà, donc c'est aussi tout ça. Voilà, donc là, les clientèles, je reviens dessus rapidement. Donc chez nous, c'est le 3e âge, famille, les camping-caristes, les jacquards, donc 5%. Et les gens viennent essentiellement pour du tourisme nature, les sports nature, la gastronomie, et également sur nos sites majeurs que sont la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port, la forêt d'Iraty, puisqu'on gère aussi la forêt d'Iraty, la vallée des Aldudes avec ses produits gastronomiques phares, l'AOC, Port Quintois et truites, et aussi les ports de Cise via le chemin, la traversée vers Ronceau. Merci Nathalie. Donc un ratio habitant-touriste est quand même assez élevé. Okay. Je rajoute juste, puisque Jérôme l'a dit, donc qu'il est classé tourisme et handicap, nous aussi pour les 4 handicaps et marqué qualité tourisme. On est en catégorie 2, parce qu'à l'époque on était plus classé, donc il a fallu se reclasser pour passer la marque qualité, et puisque là on vient de passer dans un EPCI unique depuis le 1er janvier, parce qu'avant sur le Pays Basque il y avait en tout 10 communautés de communes. Depuis le 1er janvier il n'y a plus qu'une seule agglomération, l'agglomération Pays Basque. On va sans doute devoir fusionner, donc pour la démarche qualité maintenant on va attendre, et la catégorie 1 on va attendre la fusion des offices qui est prévue en fin d'année, pour voilà se reposer sur ce dossier là. Ouais.
Mhm. 36 000 euros, ça fait pas 10%. Je ne sais pas si c'est une part importante parce que l'incongruité de notre développement fait qu'on est énormément générateur d'hébergement, mais au-delà de notre périmètre. Donc notre manifestation et la fréquentation qu'elle génère irrigue bien au-delà des périmètres de la communauté de communes. Mais la taxe de séjour n'est pas pour nous. Donc au regard de la fréquentation, on est somme toute sur un niveau de taxe de séjour qui est très faible. Hein. Regardez celui de Jérôme à côté. Ouais. Donc moi, ouais, je suis sur 7,78 TP. On est jusqu'à 11 en saison, avec les saisonniers. Un budget de 400 000 euros, donc petit budget. Voilà. Alors, le chiffre d'affaires, là, il y a une petite erreur. C'est pas commission, hein, c'est volume d'affaires. Car nous, contrairement aux EPIC, pour ceux qui maîtrisent un petit peu la comptabilité en association, tout ce qui est chiffre d'affaires généré sur les centrales de réservation, commercialisation passe en compte de classe 4 fournisseur avec un compte débit crédit. Et donc dans la partie produit en classe 7, on va retrouver que la commission. Donc chez nous, voilà, ça va être 30 à 40 000 euros de commission sur la commercialisation, plus après d'autres recettes, Régipub, etc. La taxe de séjour, c'est vrai qu'elle paraît importante, mais elle est mal perçue. Cette année, on a fait une progression de 20% sur la collecte et on espère encore l'améliorer dans les années à venir, quoi. Voilà. Et nous, aussi drôle que ça puisse paraître, on a fait aussi un bond sur la collecte, mais on doit faire face sur la période du festival à énormément d'hébergements sauvages, peu maîtrisables et pas maîtrisés. Donc voilà, on est sur une problématique assez compliquée avec des hébergements marchands mobilisés dans un rayon de 30 km autour de Marciac, mais bien au-delà de ce que produit la destination elle-même en termes d'hébergement marchand. Et après, vous avez noté gestion d'un festival. Alors même si sur le temps qu'il me reste après mon implication à l'OT, j'assume une fonction d'administratrice sur le festival, l'Office de tourisme se pose comme un partenaire du festival, mais pas comme l'organisateur. On est sur une manifestation à 5 millions d'euros avec une association qui a 10 salariés, donc l'Office de tourisme a 6 en sous-effectif, avec également des saisonniers l'été, mais n'arriverait pas du tout à porter ce projet. Nous, on vient en accompagnement sur les missions d'accueil, sur les missions de qualification, sur les missions d'intégration dans les dynamiques de marques et de clubs de producteurs du comité départemental du tourisme du Gers. Ok. Déjà, la possibilité de déléguer au... Non, vas-y, je te laisse. Jérôme, je t'ai coupé la parole. Déjà, le statut permet une fluidité dans la mise en œuvre opérationnelle des actions qu'on peut décider parfois à la dernière minute, permet d'avoir un rapport quasiment commerçant avec les commerçants, ce qui fait qu'on est soumis aux mêmes sur nos fonctionnements, on est soumis aux mêmes règles de rentabilité, surtout sur ce que disait Jérôme aussi avec nos critères d'avoir la particularité d'être des OT relativement importants sur des territoires fiscaux qui ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine participation. Moi, mon territoire ne couvre pas les salaires, donc à faire, il faut que je puisse déployer
il faut que je puisse déployer des actions avec une grande liberté, avec évidemment l'aval de mon CA et de l'encadrement, tous les encadrements nécessaires, mais ça permet une souplesse, une aisance et puis un engagement aussi peut-être plus important parfois du directeur qui va être amené à assumer la responsabilité de certaines actions qui peuvent être mises en œuvre de façon urgente et Exactement, dans des pour délais compléter ce que dit Nathalie, là on a mis ces trois mots, fluidité, réactivité, adaptabilité. Moi j'ai connu le SPA et j'ai connu l'association. Et c'est vrai que par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. En association, il y a 3-4 semaines de ça, j'ai des prestataires qui sont montés au salon de Nantes. C'était pas du tout prévu qu'on y monte au salon du tourisme. Et ils nous ont dit, voilà, est-ce que tu peux nous faire un avantage client si on fait des résas pour toi sur le salon de Nantes, quoi. J'ai pu lui dire d'entrer en 2 secondes, ben oui, on va faire une opération, on offre les frais de dossier avec un code résa. L'opération en plus a bien marché. J'aurais été en SPA, j'aurais dû faire une délibération de mon conseil d'exploitation. Voilà, donc ça aurait pris du délai. Là, j'ai pu dire en 2 secondes, ok, on fait comme ça. Et c'est vrai que on peut se permettre des choses en association qu'on peut pas forcément se permettre en SPA, parce que notamment sur tout ce qui est comptable ou tout ce qui est commercial, il faut que tout soit délibéré en amont. C'est aussi le cas pour les PIC, enfin toutes les structurations publiques. Et puis, qui dit en gros petit territoire, dit aussi configuration des EPCI particulières, et avec aussi une capacité de réaction ou de réactivité qui est aussi dimensionnée aux équipes en place et à leur capacité à faire dans des délais relativement courts. Donc c'est vrai que pour des territoires comme les nôtres, on est sur un format de gestion qui permet d'être réactif et c'est important parce que c'est aussi ce qu'attendent les prestataires et avec évidemment des différences sur nos deux destinations, mais on a besoin d'être très réactif auprès d'eux parce que le lien qui nous unit est parfois assez ténu. On a beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs individuels qui portent tout seuls sur leurs épaules les structures ou les entreprises qu'ils animent et qui génèrent du développement économique sur les territoires. Et on a l'obligation d'être auprès d'eux de façon efficace et le statut associatif. Exactement, c'est vraiment ce que dit Nathalie. Nous, on a énormément de socio-professionnels sur nos territoires, quoi, touristiques. On peut pas se permettre de leur dire, bon bah attendez, on va avoir un conseil de gestion dans 2 mois, quoi, et les faire patienter pendant 2 mois, quoi. Il faut vraiment pouvoir leur apporter des réponses immédiates ou du moins sous 2-3 jours, quoi, et de pas avoir cette image justement d'administration figée et compliquée, quoi. Voilà, et puis bon, pour une équipe comme la mienne qui était plus dimensionnée il y a quelque temps et qui le redeviendra sûrement, mais qui aujourd'hui en gros absorbe un déficit de 2 équivalents temps plein, ça serait très très compliqué d'avoir à porter, on va dire, une gestion en EPIC avec toute la lourdeur qu'elle peut occasionner, notamment dans les recrutements par exemple. Oui, alors moi j'étais pas là à la création de l'office de tourisme, puisque l'office de tourisme sous forme associative communautaire a été créé en 2003. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, les élus voulaient y mettre un maximum de subventions annuelles minimes. Donc il avait été fait à l'époque le choix de l'association pour justement développer l'autofinancement au maximum, quoi, et essayer au minimum que la communauté de communes alimente. C'était l'argument phare en 2003, quoi. Voilà. Oui,
C'est la même chose quand l'office de tourisme intercommunal, communautaire, s'est constitué autour de l'office de tourisme de Marciac à l'époque, qui était déjà un asso. Et ce statut-là laissait entrevoir une adaptabilité qui allait, le regroupement territorial peut avoir parfois des aspects chaotiques et nous a amené à faire des choses assez originales au début, à reprendre des carences d'assaut ou de comité des fêtes pour, on va dire, être présent sur un territoire qui évidemment a deux pôles que sont l'ancien chef-lieu de canton de Plaisance et celui de Marciac, et qui avait des développements touristiques tellement différents que il y avait de l'animation territoriale à faire pour aussi plus de fluidité, pour de nouveaux rapports, et ce statut-là nous a permis d'être présents sur des choses qui n'avaient pas obligatoirement un intérêt majeur pour le développement touristique, mais qui nous ont permis de créer du lien avec certains acteurs, et c'était important aussi. Alors moi, Monoté, comme les autres, va subir des fusions, ou du moins bénéficier de fusions dans le cadre du Pays du Val d'Adour. Ce que nous prêchons, nous, au niveau des équipes techniques, c'est effectivement de dimensionner le statut, ou de faire le choix du statut de la structure en fonction du projet. C'est ce qui nous semble majeur. Après, moi, je ne suis pas obligatoirement un fervent défenseur du statut asso. Aujourd'hui, il convient au projet que le pôle porte. Est-ce que demain, il conviendra au projet qui sera porté par le pays avec la fusion des offices de tourisme? C'est une autre question, mais c'est vrai que vraiment, on choisit pas d'abord le moyen de transport et ensuite la destination. On choisit d'abord la destination et après on voit avec quel outil, quel moyen de transport on y va. Et je crois que c'est ça quand même qui est important, quoi. C'est de dimensionner l'OT, la structure d'animation, de coordination du territoire au projet du territoire. En tout, le projet est dominant et premier. Vous avez coupé la chic. Ouais. Alors, sur mon échelle territoriale, aujourd'hui, voilà, sur mon échelle territoriale, puisqu'en fait, nous, on est dérogatoire pour l'instant. Donc, on est passé au 1er janvier sur une agglomération Pays Basque dans son ensemble. Et par contre, les offices de tourisme ont eu des dérogations sur leur ancien périmètre. Donc, moi, je continue à gérer mes 30 anciennes communes. C'est vrai que à la nouvelle échelle, les élus préféraient avoir une gestion complète de l'office de tourisme. Donc c'est vrai que là se pose la question du statut. C'est pas encore tranché, mais à l'heure actuelle, on part plus sur un EPIC parce que les élus veulent avoir la main complète et totale sur le développement touristique. Après, voilà, chez nous, l'exemple jusqu'à présent, c'était que on pouvait être un asso et les élus pouvaient garder la maîtrise. Enfin, nous, c'est le cas chez nous. On a des réunions quasiment tous les 15 jours avec les élus pour parler des points bloquants ou même du développement touristique tout court. Et ça peut aussi très bien se passer avec les élus dans un cadre associatif. Évidemment. Et puis la semaine prochaine, on parlera des spas aussi. Oui, ça sur le niveau relationnel. Bon, je suppose que l'office de tourisme de Jérôme a aussi des différents représentants dans son conseil d'administration. Il y a des personnes ressources, il y a des sociopros et puis il y a des élus et le travail se fait vraiment dans un partenariat total avec en plus la tutelle de la commission tourisme de la communauté de communes qui elle est composée uniquement d'élus. Donc bon, c'est pas une question que de représentativité, mais c'est vrai que la tendance des élus est de beaucoup prioriser les EPIC aujourd'hui. On le voit, vous l'avez dit en introduction sur le fait qu'en Aquitaine, alors que vous avez juste sur le nombre je crois qu'il y avait moins de 10% des OT le nombre d'OT a diminué de moins de 10%, mais déjà le nombre d'EPIC a augmenté de beaucoup plus. Donc bon, voilà, il y a une volonté. Moi, je crois, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus qui nous écoutent, mais je crois que
On a souffert très longtemps dans les OT et mine de rien, par rapport au regard extérieur, pas de nos clients, mais des territoires, ça peut être encore un peu toujours le cas, d'un déficit d'image, d'un déficit de performance, d'un déficit de professionnalisme ou de parce qu'on ne connaît pas nos métiers. Donc là, on est entre nous, je vais pas déblayer plus. Mais en revanche, nous, ce qu'on a fait pour réagir à ça, et la Mona, vous en êtes le chantre parfait parce que vous avez accompagné énormément de démarches de professionnalisation, de technicité, de mise en œuvre d'outils, pour qu'on puisse on va dire, mener à bien nos missions de la façon la plus performante qui soit, mais avec derrière la tête petite idée de revanche, parce qu'il fallait toujours qu'on prouve qu'on pouvait faire, parce que nos indicateurs, parce que tous nos critères de réussite sont pas toujours hyper perceptibles, et du coup on a aussi peut-être là péché par l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on a peut-être un peu perdu parfois nos territoires dans notre démarche très volontariste et quasi salvatrice de structuration, de professionnalisme. Et aujourd'hui, cette notion d'épique, je pense qui est très chère au cœur des élus, elle vient aussi peut-être pour avoir une meilleure compréhension dans leur fonctionnement à eux de nos structures qui parfois peuvent déployer des choses assez pointues en termes d'organisationnel et qui changent et qui évoluent très vite. Donc on peut être aussi, on était perçu comme peu performant et on peut être perçu comme peut-être un peu trop dans la technique aujourd'hui. Et puis aussi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils aiment bien pouvoir comparer avec les mêmes éléments. Par exemple, je prends un exemple, moi j'ai eu 2 DGS différents. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a démarré des questions budgétaires ou quoi que ce soit, par exemple en compta privé, c'est pas exactement la même présentation que la compta publique. Des fois ils s'y perdent parce que c'est pas exactement la même gestion. Là, je parlais tout à l'heure du volume d'affaires. Admettons que chez nous on passe en compte de classe 4 et chez eux c'est en compte de classe 6 et 7. Et je vois qu'au départ, ça posait beaucoup de problèmes juste de compréhension de cette présentation de comptabilité privée. Bon, après, avec de l'explication et tout ça, on y arrive. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'il faut reposer les bases. Moi, je vois en négociation budgétaire tous les ans, il faut souvent reposer les bases de cette organisation. Et c'est vrai que des fois, ils aiment bien avoir la même organisation que chez eux. Pourquoi perdre de temps voilà. Donc il y a aussi ça, je pense que ils ont besoin d'avoir les mêmes règles partout aussi. Ils apprécient ce genre de choses. C'est pareil, c'est un statut qui est toujours adapté à ça. Et puis la période qu'on traverse, elle est quand même très contrainte en matière de financement public, avec pour les collectivités des augmentations, du moins pour les EPCI, surtout des augmentations importantes d'investissement ou d'actions dans leurs compétences. Et du coup, il y a la notion de maîtrise budgétaire, en plus de lecture commune, mais de maîtrise budgétaire qui peut être plus tentante sur une formule en EPIC, oui. Voilà, alors ça c'est essentiellement le seul inconvénient que je trouve à l'association. Bon, il y en a pas beaucoup, il faut bien qu'il y en ait un petit peu quand même. C'est vrai que quand on est en EPIC, on est en SPA, admettons on fait un résultat positif, le résultat positif on peut le réaffecter l'année d'après. Ça permet quand on fait vraiment de très très bonnes années, de continuer à fonctionner les années d'après. En comptabilité, c'est un tout petit peu différent. Enfin, c'est des questions essentiellement de présentation. Puisque c'est vrai qu'en comptabilité
privée, voilà, on peut pas réaffecter le résultat de l'année d'avant, l'année d'après, puisqu'on le met dans une case qui s'appelle le report à nouveau. Alors ça, c'est qu'une question de présentation, parce que foncièrement, ce report à nouveau, on peut le consommer, mais admettons, si on le consomme, le résultat de l'année suivante sera déficitaire, quoi. Donc, en question d'affichage, c'est vrai que la compta publique est légèrement plus avantageuse sur ce point, voilà, sur ce point très précis. Ça c'est sûr. En même temps, on a souvent des élus qui... Pardon. Ça c'est sûr, mais en même temps, on a souvent des élus qui sont aussi responsables associatifs, donc qui savent, qui connaissent les comptabilités privées, et ça pose pas ça par contre de problème non plus dans les relations avec les sociopros. Mais c'est évident qu'on peut, bon après, s'il y a des résultats trop importants une année, on peut aussi provisionner pour l'année d'après de façon à ne pas avoir des yo-yo trop importants sur. Voilà, sur mais je sais que par exemple moi, celle-là c'est surtout des échanges, c'est surtout des échanges avec des DGS. Les DGS souvent ça leur dérange quand par exemple on a toujours fait des bonnes années, admettons il y a des années on va faire 6 000 € de résultats positifs, enfin voilà, qu'on enchaîne 15 ans de résultats positifs quoi, et qu'à la fin on se retrouve avec des bas de laine de 150 000 € quoi. Nous c'est par exemple le cas chez nous quoi. Voilà, des fois ils disent bah oui vous êtes assis sur un bas de laine mais vous cherchez quand même à avoir votre équilibre. Voilà, des fois ça peut poser souci à certains. Voilà. Mais bon, moi j'ai envie de tomber à de laine, je suis beaucoup plus dépensière que ça. Hein. Bon. Bon. Mais oui, ça peut donner, tu penses à juste une anecdote. Une année, on a mené on a porté un recours à l'URSSAF parce que on avait eu un contrôle qui avait pointé le fait qu'on avait droit à une réduction des RR qui nous avait été refusée sur des salaires, et comme quand l'URSSAF contrôle, elle remonte sur 3 ans, mais que lorsqu'un assujetti réclame, il peut réclamer sur 5 ans. On avait pu récupérer la somme de 60 et quelques mille € sur nos cotisations URSSAF sur 5 ans. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé une année avec un résultat positif extraordinaire, et l'année d'après, alors c'est toujours un peu gênant pour les comparatifs N-1 et N, mais bon, voilà. Alors, comme dans toute association, toute collectivité, forcément vous allez vous retrouver avec des administrateurs moteurs et des administrateurs passifs. Ça, je crois que ça va être un principe qu'on va retrouver partout en France. Nous, chez nous, par exemple, on a un bureau avec essentiellement les administrateurs hyper actifs. On a essayé de l'équilibrer. C'est vrai que nous, des fois, on peut avoir des bureaux tous les 15 jours, quand par exemple il y a vraiment des décisions importantes, des choses. On va essayer de discuter un maximum de choses avec eux. Avec le conseil d'administration, on va aussi faire la présentation, mais c'est vrai que l'essentiel du travail se fait en bureau. Au niveau du partage des responsabilités, de la répartition du rôle directeur-président, c'est vrai que dans l'association, comme dans l'EPIC, le directeur peut avoir certaines délégations. Du moment que c'est prévu au statut et validé par le CA, moi par exemple, j'ai les délégations pour fixer les tarifs, j'ai les délégations pour signer les chèques dans un montant voilà qui est défini par mon CA tous les ans, pour faire les déclarations, pour signer certains contrats, notamment ceux de saisonniers. Voilà, on peut retrouver beaucoup de délégations qui est donné au directeur. Et souvent le président, en tout cas mon cas ici, ça peut être variable d'une structure à l'autre, et vous pouvez avoir le président omniprésent
le président, moi que je dis intelligent, c'est-à-dire avec lequel on va débattre de vraiment tous les sujets, qu'on va informer très régulièrement, et qui va être là vraiment pour prendre les décisions importantes ou même courantes quand c'est sensible ou des choses comme ça, quoi. Mais ça peut vraiment être variable d'une structure à l'autre, quoi. Oui, déjà, bon, un conseil d'administration d'office de tourisme, c'est pas un conseil d'administration d'association lambda. On siège pas sur uniquement enfin, on représente pas que sa personne et la volonté de participer à un projet commun. Il y a une question de représentativité. Souvent, il y a des collèges d'élus, donc un élu ne siège pas comme un sociopro, qui ne siège pas comme une personne ressource, souvent issue du monde associatif. Donc déjà, on est sur une question de représentativité dans le rôle d'administrateur des membres. Donc moi, j'ai une façon de fonctionner qui est différente. On a à peu près, on a 4 réunions de conseil d'administration par an, pas plus. Le bureau se réunit vraiment en cas d'urgence quand on est sur une difficulté à prendre une décision. Et à réunir le conseil d'administration. Mais j'ai un conseil d'administration assez participatif. Bon, on est sur un petit territoire, donc il y a déjà une grande proximité entre les gens qui y vivent. Hein, donc, bon, on retrouve les mêmes personnes dans plusieurs engagements, donc ça facilite aussi l'aspect relationnel. Après, pour ce qui est de la relation directeur-président, et aussi des délégations de signature, comme a évoqué Jérôme. Après, nous, on était un vieux couple. Alors bon, moi, j'ai peut-être une trajectoire un peu différente, puisque je suis la locale de l'étape, je suis issue de ce territoire, et bon, l'office de tourisme s'est construit avec une équipe assez stable, dont moi, et la présidente est en poste depuis, je crois, 1984. Donc, ça vous laisse une idée de la stabilité de ce territoire, et qui est pourtant super entreprenant. Donc on forme un vieux couple avec une relation quasi directe, amicale. Bon, donc voilà, on n'est pas obligatoirement sur quelque chose de très normé, mais quand même très respectueux des rôles et des fonctions de chacun, parce que le côté glissant du statut de directeur en asso, c'est à des moments d'aller un peu au-delà de son champ de mission et de compétences, parce que ça arrange le territoire, parce que la nature a horreur du vide, parce que ça gagne en efficacité, comme on le disait tout à l'heure. C'est une position avec laquelle il faut être vigilante, parce qu'en général, ça a un effet boomerang assez rapide, c'est-à-dire que ce qui peut vous conforter ou vous permettre à un moment d'asseoir votre position et votre pseudo-pouvoir sur les décisions et le choix des actions peut très vite, si vous n'êtes pas respectueux des décisions du CA, de la validation, du cadre d'action qui a été donné, ça peut très vite vous revenir dans la figure. Donc c'est quand même un système qui est très équilibré entre effectivement le rôle des administrateurs, celui du président et celui de la direction. Ouais, tout à fait, ouais. Donc nous en fait on va avoir exactement la même organisation que Nathalie, ce qu'elle disait, 4 conseils d'administration par an. Et après, en fonction des besoins ou en fonction des projets, on va avoir des commissions qui peuvent être variables d'une année à l'autre. Hein. Une année, par exemple, on a travaillé sur un projet photothèque, il y a eu une réunion de commission, voilà, pour qu'on définisse ensemble ce qu'on allait présélectionner avec l'équipe. Voilà, il y a des années où, par exemple, quand j'étais dans le Gers à Nogaro, j'ai créé un équipement, un vélo-rail, c'est comme un pédalo sur une ancienne voie ferrée. Ben là, on avait créé une commission spéciale et on s'est réunis une fois par mois pendant 12 mois pour porter et préparer ce projet, quoi. Et après, souvent des bureaux plus transverses, très réguliers, pour vraiment voir tous les sujets une fois par mois. Enfin, c'est vrai que des fois, quand il y a vraiment des urgences, une fois tous les 15 jours, quoi, pour essayer que voilà, qu'il y ait vraiment tout pour que vraiment un maximum d'informations soient passées
au niveau des élus. Et en complément de ça, moi j'ai des rendez-vous mensuels ou tous les 15 jours si dans une période qui pose plus de questions, voilà, avec la collectivité, pour que vraiment ne pas déconnecter la collectivité du travail de l'office, quoi. Parce que souvent, si on laisse un trop grand laps de temps sans communiquer avec la collectivité, c'est là où ça peut devenir compliqué, quoi. Mm. Oui, tout à fait, vraiment tout à fait d'accord avec ce que dit Jérôme. Moi, j'ai cohabité avec plusieurs directeurs de communautés de communes, certains avec lesquels le travail, on va dire régulier, quasi quotidien, est à l'ordre du jour, et d'autres moins parce qu'ils ont des missions ou à certains moments des besoins d'implication différents. Et c'est toujours plus agréable quand le contact est plus efficace quand le contact avec la collectivité est régulier et dans l'échange, quoi. Ça, c'est vrai. Ensuite, bon, donc les conseils d'administration, je vous l'ai dit. Après, nous, on travaille c'est surtout les projets, voilà, qui nous réunissent. Donc, en fonction, on peut créer des commissions de travail. On travaille aussi on travaille avec les hébergeurs, on travaille avec les sociopros sur des thématiques, et les administrateurs qui sont représentants au CA sont souvent appelés. Moi, j'essaye de les mettre en position de vraiment être positionnés comme co-organisateurs. Des fois aussi, ce qui peut être le cas dans des associations, voilà, qui avaient un passé de comité des fêtes, enfin voilà, quand la professionnalisation démarre, des fois de partir sur un schéma pluriannuel de développement et de créer des commissions et d'en parler énormément dans les CA. Ça permet aussi, voilà, de petit à petit changer la structure, et par exemple les administrateurs qui venaient que pour venir organiser le bal des fêtes, faire le bal des fêtes une fois par an, quoi, vont du coup se lasser et vont aussi partir. Donc ça permet aussi de repositionner petit à petit des fois les membres du CA, ou de repositionner un petit peu la politique générale de l'OT, quoi. Cette façon en mode projet, en mode professionnel, quoi. Yeah. Ouais. Bon, ça, sur mon territoire, c'est une chose qui avait été faite au moment de la création de l'OT, mais ça peut être un atout. Alors, avec la collectivité, tout est cadré. Enfin là, par exemple, ici, moi j'ai une convention triennale qui fait 14 pages, qui définit tout, du nombre de représentants des élus aux conditions de gestion des bureaux et des équipements, le mode de gestion, par exemple, d'un schéma local de développement. Voilà, tous ces éléments sont prévus dans la convention d'objectifs. Et en fonction des DGS, par exemple, le DGS que j'avais à Nogaro dans le Gers, il allait même jusqu'à mettre dans la convention d'objectifs l'intégralité des indicateurs pour évaluer la performance de l'OT chaque année, quoi. Voilà. Donc on peut avoir des conventions d'objectifs, des variables, et puis après les conditions générales qu'on retrouve dans une convention d'objectifs, hein, c'est-à-dire la subvention, les modes de versement, tout ça, quoi. Enfin, je sais pas, Nathalie, comment ça se passe chez toi? Oui, de la même façon, on a une convention code. Pour 3 ans, ouais, pour 3 ans. Alors si j'ai la possibilité, donc j'ai une subvention fixe, hein, et après j'ai la possibilité d'avoir des subventions annuelles complémentaires qui seront là plus liées avec des projets du schéma local de développement. Et j'ai aussi la possibilité de faire des avenants à la convention pour justement modifier les montants si besoin était, quoi.
Ah, on est vraiment dedans, quoi. On est vraiment dedans. Après, voilà, comme tout budget de collectivité, quoi, quand on négocie la convention, il faut forcément la négocier dans le dernier trimestre de l'année N-1 et dans le premier trimestre de l'année N+1, dans l'année N, pardon, parce que voilà, le budget de la collectivité va être voté en mars et qu'après on pourra plus rien retoucher à ce niveau-là, quoi. Donc par contre, on est contraint au niveau subvention, voilà, d'avoir le même calendrier qu'un EPIC ou qu'un SPA. Enfin voilà, il faut que tout soit calibré avant le 30 mars, quoi. Côté subvention. Ah, on a perdu Nathalie. Oui, ben même, j'allais dire même combat, on est sur le... Merci à tous les deux. Nathalie, vous m'entendez plus? Mon micro est Non, c'est bon, branché. c'est Vous m'entendez? Vraiment, Vous m'entendez mieux? avec Donc je disais même combat que Jérôme sur l'aspect conventionnel, donc une convention avec la collectivité qui fixe de façon assez classique le cap pour l'office du tourisme, donc avec aussi la négociation annuelle de la subvention accordée à la structure. Bon, et puis la possibilité parfois d'attirer l'attention de la collectivité sur des questions d'investissement où elle peut venir renforcer la force de frappe de l'immobilier. Ça grésille Oui. pas mal. et donc on a des comptes à Vous m'entendez plus, c'est quand il était en bas, c'est pour ça que j'ai demandé puisque vous n'avez rien. C'est bon là? C'est mieux? C'est mieux? Nathalie? les marchés publics. Ouais. Donc, comment vous gérez tout ça et comment c'est cadré avec la Nathalie? collectivité? Vous m'entendez? Alors, est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez? Nathalie, t'es revenue? Attends. Bon, vous m'entendez? Et oui, et après vous m'entendez plus. Ouais, c'est trop fort là. Oui, Là, c'est mieux. Là, t'as coupé le micro. là je vous parle. Ouais. Vas-y. Parle, Nathalie. T'as un petit Non, mais bouton. c'est ce que je fais, Jérôme. Réglage du volume du microphone quand tu cliques à côté du logo microphone. Ah. Lancement, il est prévu En fait, c'est ce que je fais, mais mon téléphone semble... pour 3 ans aussi. Là, c'est bon? Ok. Allez. Donc, je disais que le cadre conventionnel, c'est le même avec, bon, c'est aussi la souplesse. On y met ce que... D'abord, les missions déléguées, les missions réglementaires déléguées, et puis après, les missions qui sont propres à l'OT, à son territoire et à ses particularités. Donc, voilà, on fixe la subvention aussi annuellement. Et l'avantage, c'est que parfois la collectivité peut intervenir pour soulager l'OT, par exemple, sur des questions d'investissement. Ouais. Aussi, autre chose, par exemple, nous, pendant plusieurs années d'affilée, on a fait des très gros résultats, des résultats positifs. On sentait bien que ça bloquait un petit peu la collectivité, surtout quand on demandait des rallonges l'année d'après, quoi. Parce que les budgets n'étaient pas les mêmes, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Et on avait fait un dernier versement en fonction du résultat effectué. Voilà. Comme ça, on pouvait se rapprocher de zéro. Et ça facilitait comme ça les demandes de subvention d'année en année. On avait aussi adapté à ce niveau-là. On n'a pas parlé sur la diapo précédente des obligations de marché public. Alors oui, on est en assaut, mais vu que nous sommes reconnus par la loi adjudicateurs de fonds publics, on a les mêmes règles que les services publics. Hein. Donc dès qu'un marché dépasse, alors maintenant je crois que avant c'était 15 000 euros, maintenant les seuils ont été réévalués à partir de 20 000, on est obligé de faire les MAPA. Donc pour tout ce qui est investissement, on va être obligé de faire un marché avec toutes les règles de marché que ça comporte. Donc
marché public, pas publicité, publicité sur les différents supports officiels. Voilà, donc il a raison. Sur ça, c'est pas forcément un mais bon, il faut quand même arriver à 20 000 euros avant d'y arriver, donc c'est pas tous les jours qu'on va faire des dépenses à 20 000 euros, quoi. Ouais. Ouais. Mais, je prends un exemple, quand moi j'étais à Nogaro, on nous avait demandé, la collectivité voulait pas porter notre plan d'investissement de modernisation numérique. Voilà, il y a une année où moi j'ai dû faire 6 marchés dans l'année parce qu'avec une borne, ainsi de suite, refonte du site internet et tout ça, voilà, j'ai dû faire 6 marchés dans l'année, quoi. Donc c'est quand même un peu lourd à ce niveau-là, quoi. Mais bon, après c'est des choses qu'on a un peu partout, quoi. Mais bon, après c'est bien, c'est ça aussi puisqu'on met en concurrence, donc c'est aussi bien sur ces montants-là de pouvoir mettre en concurrence, quoi. Moi, je vous entends. Mais je sais pas, il y a un souci Charlotte, parce que moi, mon micro, quand vous m'entendiez plus, j'y avais pas touché. Hein. Après, j'y ai touché, mais au début, j'y avais pas touché. Là, c'est bon, Nathalie. Moi? Ah oui, bon, voilà. Ok. Vas-y, Charlotte, essaye de parler. Ouais. Parle un peu plus fort, Charlotte. On t'entend pas. Vous les avez cités là sur le PowerPoint, c'est vraiment les quatre points les plus importants, en sachant que la comptabilité analytique c'est peut-être le point majeur parce que ça permet aussi, d'abord c'est obligatoire, pour que la collectivité puisse faire un contrôle et avoir le constat de l'utilisation de sa subvention. Donc c'est vraiment le tableau de bord qui permet un suivi précis et quotidien quasiment de l'activité. Donc vous avez très bien, les 4 points qui sont saisis ici sont les points majeurs effectivement. Et après voilà, on est dans le cadre d'une comptabilité qui est la même que celle d'une comptabilité d'entreprise avec les mêmes contraintes, mais bon, en termes de gestion, c'est pas la gestion comptable pure qui est un atout ou une contre-indication au statut. Après, bon, ça en est plus une conséquence à mes yeux. Après, c'est vrai que par exemple, moi, pour discuter régulièrement avec des collègues qui sont en EPIC ou en SPA, par exemple, l'exemple de la carte bleue, quoi. Selon les trésoriers, il y a le trésorier qui va accorder la régie d'avance avec la carte bleue à la première demande. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est pas possible. C'est vrai que nous, on n'a pas cette question à se poser. On va à la banque, on veut une carte bleue en 3 jours, voilà. Et la carte bleue arrive. Après, c'est vrai qu'en EPIC, selon les trésoriers, on peut avoir soit des très grandes facilités. Soit des grandes complexités. Je prends l'exemple par exemple de Vallée de la Dordogne. Lui, il a une régie d'avance ouverte en banque privée par sa trésorerie. Et voilà, il a même pas besoin de garder les tickets de caisse. Les opérations marquées sur le relevé servent de tickets de caisse. Ça, c'est l'exemple le plus facile en EPIC. Nous, par contre, en asso, on est obligé de garder le ticket de caisse. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir rien d'autorisé. Puis, il y en a d'autres qui vont avoir une régie d'avance avec des montants maximum. Enfin, c'est vraiment variable de la même façon. En fonction du trésorier. Voilà. Je vous entends mal, moi, Charlotte. Là, Charlotte, il faut vraiment que tu parles plus fort, quoi. Une comptabilité qui soit à la fois bien carrée. Là, je vous ai perdu.
Mince. Je t'entends un Oui. peu, Charlotte, mais vas-y, parle. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Ok. Oui, simplement pour dire que les petits aléas que Jérôme pouvait souligner sur le côté épique, on peut aussi les retrouver en asso quand les délégations ne sont pas données, quand il y a des choix un peu frileux du conseil d'administration. Donc, bon, voilà. Ça, c'est aussi des questions de choix de gouvernance, quoi. Après, en termes de contrôle, voilà quoi, on est obligé d'avoir un expert comptable certifié, quoi, parce que tu parlais des contrôles tout à l'heure, et dès qu'on a une subvention qui dépasse 150 000 euros, l'obligation d'un commissaire aux comptes, donc on a une comptabilité hyper contrôlée avec circularisation des factures, enfin tout. Il y a aussi un gros contrôle qui est fait de façon externalisée. Et obligation de publication des comptes aussi dès qu'on dépasse 150 000 euros de subvention. Et puis, c'est la principale entre les assos et les épiques, où il y a Donc déjà, pour faire face à l'augmentation des flux de fréquentation sur la période du festival, donc moi je ne suis pas du tout en capacité financière de recruter le nombre de saisonniers qui serait nécessaire. Donc je travaille avec une équipe de bénévoles qui vient de l'équipe de bénévoles du festival. Donc le festival accueille en gros 900 bénévoles sur les 3 semaines, et donc il y en a un petit contingent qui est affecté à l'office du tourisme, et ces bénévoles, donc avec un conventionnement partenarial, bénéficient des avantages des bénévoles du festival. Ils ont accès à un camping, ils ont accès au repas des bénévoles, ils ont accès aux concerts, enfin ils ont tout à fait le statut de bénévole de Jazz in Marciac, et l'OT devient une équipe comme d'autres équipes qui composent l'organisation du festival. Donc on est dans une forme aussi de communauté d'action qui est très agréable et qui est très stimulante. Donc après on travaille avec les services communication du festival pour ce qui est de la communication touristique de la manifestation. Donc je parlais tout à l'heure des clubs de producteurs du CDTL, donc en fonction des cibles de clientèle, mais on travaille aussi au projet d'accompagnement du festival en totale liberté, c'est-à-dire qu'on coordonne ces projets d'accompagnement, les expos, les conférences, on organise un festival du film jazz puisqu'on est gestionnaire de la salle de cinéma de Marciac, tout ce qui est fait pour le jeune public, donc on est collaborateur avec le pôle culturel autour de la salle de spectacle, mais on est aussi organisateur d'animation et du lieu qui pendant le festival accueille les enfants tous les après-midi. Donc on intervient comme ça sur tous les sujets périphériques de l'organisation du festival qui sont pas du ressort de la programmation ou du concert. On travaille avec les producteurs pour choisir les produits qui sont servis sur les sites de restauration du festival. On travaille énormément, et c'est peut-être avec l'aspect des projets d'accompagnement et dans ces projets d'accompagnement tout ce qui est
développer pour les familles et les enfants. C'est peut-être sur le sujet développement durable que l'on a le plus travaillé en participant à des actions qui mettent en avant le covoiturage et la communication entre les festivaliers, sur le tri des déchets, sur les actions de sensibilisation qui sont menées avec tous les restaurants ou commerçants non sédentaires qui contribuent à l'offre périphérique au festival. Donc on est sur ces ensembles d'animations-là et aussi sur le volet culturel avec donc l'organisation d'un festival de film jazz, mais ça bon c'est réellement une particularité locale parce qu'à l'origine ce cinéma était déjà géré par l'association Office de tourisme et qu'il est resté dans le giron de l'asso à l'occasion de la création de l'outil intercommunal, mais j'ai sur ce secteur-là une collègue qui est totalement autonome, mais cette gestion qui n'impacte pas notre fonctionnement réellement, elle est quand même importante parce qu'elle nous permet d'être aussi en lien avec l'offre culturelle et ça nous donne un rôle sympa. Et après, bien sûr, j'oubliais l'hébergement chez l'habitant. On a donc un petit territoire avec une offre d'hébergement qui n'est pas du tout dimensionnée aux flux qui sont constatés, qui sont générés par la manifestation. Donc depuis très très longtemps, on devient une centrale de réservation pendant le festival en répertoriant et en contractualisant avec des propriétaires qui mettent à disposition des chambres chez l'habitant. Et on met ces chambres en marché auprès du public festivalier. On gère en gros une minuité sur la période. Voilà. C'est sur toute l'année parce que voilà, la salle de concert génère une fréquentation annualisée et puis c'est un événement majeur qui se prépare aussi toute l'année. Donc, mais c'est réellement ce festival qui a ouvert un horizon touristique à Marciac. Sinon, on est sur un formatage tourisme vert, somme toute assez classique et bon, sans éléments majeurs de patrimoine, sans offre, on va dire, sans offre typée autre que typée culturelle à travers l'aventure du festival. Mais quand vous parlez d'associatif, ce festival est aussi une aventure associative. L'association de Jazz Marciac reste une association loi 1901 avec une filiation à la Ligue de l'enseignement avec un gros ancrage associatif et tout ce projet est basé sur l'engagement et donc peut-être que là les choses vont changer, mais je pense qu'au moment de l'évolution et de la structuration de cette destination comme une destination d'abord culturelle puis touristique parce que culturelle, le fait que l'office de tourisme ait été associatif a permis une communauté d'action qui était très favorable en fait au partenariat association Jazz Marciac, association office de tourisme, parce qu'on est sur grosso modo les mêmes critères de fonctionnement. On a des comptabilités qui sont des comptabilités privées avec toutes les contraintes hormis l'impôt sur les sociétés de comptabilité entrepreneuriale, mais on est aussi sur une espèce de mobilisation d'énergie dans un cadre collégial que constitue l'association pour tendre vers un but commun de développement économique et touristique. Voilà. On a perdu Jérôme, non ? Non, je te vois plus, donc c'était mon repas. Là, voilà. Si. C'est vraiment l'exemple d'un projet ouais, et d'un espace muséographique.
Donc un espace muséographique qui s'appelle les Territoires du Jazz, qui a été créé bien sûr dans le sillage du festival, mais qui a été créé par la mairie de Marciac. Et donc je le gère par délégation de service public, de même que le cinéma, mais avec une totale liberté d'adaptation des tarifs. En fait, on paye une redevance à la mairie pour un loyer pour ces gestions, mais après on a une liberté de gestion totale. Et pour les solutions de paiement, on est sur le cadre qu'on évoquait tout à l'heure, avec la possibilité de paiement en ligne, la possibilité de carte bleue, voilà. Alors moi, en gestion d'équipement, l'expérience est un peu différente, puisque moi j'ai développé un équipement où j'étais propriétaire dans le Gers. Voilà, l'office de tourisme était devenu propriétaire, avait créé un vélo-rail comme un pédalo sur rail de A à Z, donc on était propriétaire de l'ensemble des éléments. Donc pareil, ça a permis de la gestion en mode associatif, voilà, d'adapter, de faire, par exemple, au début de lancement, voilà, il fallait qu'on se fasse connaître. Donc on a fait des avantages tarifaires aux associations locales, on a fait des avantages tarifaires à les associations régionales. On a pu mettre en place différentes solutions de paiement. Voilà, par exemple, je donne un exemple très précis. On a eu les autorisations d'ouverture parce qu'on avait des opérations de contrôle à faire en amont très tardivement. Donc on attendait le dernier moment pour commander les solutions de paiement. Mais voilà, le TPE, on l'a eu en 2 jours, quoi. On n'a pas eu à se poser la question on va demander au Trésor public s'ils ont envie de nous faire un TPE, sous quel délai ils pouvaient nous le fournir. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était très fluide. Aussi en gestion d'association. En gestion associative, ce qu'on a pu faire aussi, par exemple, je reprends toujours l'exemple du vélo-rail à Nogaro, on a pu adapter une autre convention collective pour les nouveaux salariés qu'on a embauchés sur cette activité, quoi. Par exemple, donc pour la partie office de tourisme, on était sur la convention collective organisme de tourisme classique, et pour la partie vélo-rail, on était sur une convention collective des lieux culturels et de loisirs. Voilà, parce que on avait une ouverture très tardive le soir, on avait aussi une ouverture uniquement les week-ends hors saison. Donc il fallait vraiment que ça soit adapté il fallait vraiment que la convention collective soit adaptée à l'équipement géré, quoi. Quelque chose qu'on retrouve pas mal justement en ce moment avec. Excuse-moi, je t'entends. Ouais, j'avais créé un établissement secondaire, comme exactement la même méthodologie que les entreprises, même en EPIC c'est pareil. J'avais l'établissement principal avec un numéro ciré qui était l'office de tourisme, et j'avais créé via le formulaire M2 de l'URSSAF un établissement secondaire avec un code APE différent, ce qui me permettait d'appliquer une autre convention collective. Mais ça, les EPIC peuvent le faire aussi, les entreprises peuvent le faire aussi, et tout passe par ce formulaire M2 de l'URSSAF. Tous les statuts peuvent l'appliquer. En ce moment, il y a un EPIC qui gère le tourisme et les assos locales aussi. C'est vraiment assez fréquent. Et donc sur la gestion d'équipement, en fait, on a tendance à le voir pour les EPIC, mais pour les associations, finalement, ça se gère très bien aussi. Et c'est un statut qui convient bien à la gestion d'équipement. Oui, tout à fait, puisque c'est les règles de la compta privée, donc c'est vraiment, c'est aussi fluide que dans une entreprise. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. J'en suis au troisième équipement géré, quoi. Et à chaque fois que ce soit château, Citadelle Vauban ou équipement de loisirs, quoi, ça se passe toujours très bien et fluide. Et là, pareil, si on veut faire une opération promo, on n'a pas besoin de passer par une délibération. Ça peut même être très souple pour la collectivité, d'avoir un noté en assaut, parce que moi j'ai le souvenir d'un équipement
restaurant qui a été construit à côté de la résidence tourisme Pierre et Vacances, qui était une offre périphérique au site touristique. Et en fait, la première année, les travaux ont pris du retard, bien entendu. Et puis, trouver un gestionnaire de ce site, c'était compliqué dans les délais impartis. Et donc, sur les 6 mois de fonctionnement, c'est l'Office de tourisme qui a pris ce site en gestion parce que on avait la possibilité de gérer des équipements qui étaient vraiment notés dans notre convention avec tous les critères importants, et on a géré ce site en y installant un traiteur pour son fonctionnement, qui a bien soulagé la collectivité qui venait d'ouvrir un équipement, enfin de terminer un équipement qui faisait pas l'unanimité obligatoirement sur le territoire. Et imaginez si cet investissement s'était retrouvé sans gestionnaire et fermé sur les 6 premiers mois de fonctionnement, bon, c'était pas obligatoirement un très bon coup en termes de com pour la collectivité. Donc là, la souplesse de l'OT a permis d'être un opérateur partenaire. Des questions spécifiques à poser à Jérôme et Nathalie. Si vous en avez, n'hésitez pas. Un outil souple et on a des questions et on leur transmettra. Donc les ressources de ce web séminaire qui sont complétées aussi par des interviews de directeurs, notamment des directeurs qui sont passés d'associations en équipe, des pics en association, spa, etc. Donc il y aura tout un centre de ressources complet. Donc c'est en ligne sur le site de la Mona. Et puis il me reste à vous remercier, Jérôme et Nathalie, pour votre participation, pour tous vos bons conseils, et puis pour votre vision de l'assaut, du lien avec les collectivités Merci à vous. et du rôle de l'Office de tourisme. Merci à tous les deux. Merci. Et puis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir.